et puis un petit peu de sureffectif pour pouvoir dégager du temps pour que les gens travaillent sur leur projet, justement. Donc, on va les accompagner sur les activités, et ça, c'est une autre particularité d'Envoi, c'est le type d'activité que nous avons. Quand on regarde les marchés traditionnels du monde de l'insertion et du monde de l'handicap, lorsqu'on a enlevé le bâtiment, les nettoyages, la restauration, il va rester relativement peu de choses. Et donc, nous, on a voulu, du fait d'une de nos marraines, Airbus, être plutôt ancré sur un aspect un petit peu plus technologique. Alors, malgré tout, on garde notre vocation d'insertion, donc plutôt Bac-2, Bac+2. Donc, on ne va pas aller fournir des ingénieurs au bureau d'études d'Airbus ou de ces différents sous-traitants, mais on va essayer malgré tout d'apporter un petit peu de technologie et de l'accompagnement technologique. Donc, on a des activités, grosso modo, au nombre de 4. Une première activité donc très aéronautique, puisque ce qui nous amène aussi une particularité d'Envoi, c'est que nous sommes certifiés EN 9100, donc beaucoup d'entre vous doivent connaître l'ISO 9001. Essayez d'imaginer l'ISO 9001 dédié au monde de l'aéronautique. Donc nous avons des collaborateurs qui font des essais sur les avions au sol, donc qui vont certifier la conformité de l'avion par rapport à sa définition, vont certifier la conformité de l'avion par rapport à ses fonctionnalités. Et donc, on a des équipes qui vont libérer avec un tampon, imaginez vraiment un tampon encreur que l'on met sur des pièces avions, et on va libérer les pièces, donc l'avion, avec notre tampon. Et on va réussir à faire ça avec naturellement des collaborateurs permanents qui vont encadrer des gens en insertion. Et donc, on a des gens en insertion qui vont, pendant 9 mois, 1 an, 2 ans, goûter au monde de l'aéronautique. Et vous imaginez bien, au moment où le monde de l'aéronautique, donc avant le 17 mars, était en pleine croissance, nous avions une facilité d'insertion sur ce domaine-là qui était très important. Donc, une entreprise d'insertion N9100, je n'ai pas regardé réellement sur la France, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est une des particularités. Donc on a d'autres activités autour de l'aéronautique. On a des activités également autour de l'administration, du support administratif. Donc essayez d'imaginer du secrétariat à distance, quelque chose comme ça, que l'on va plutôt dédier au monde du suivi contractuel, qu'il soit achat, RH. Donc, il pourrait très bien s'adresser au monde des assurances, par exemple, ou des mutuelles. Et donc là, on a plutôt des gens en situation de handicap qui vont faire ces suivis de support administratif, donc dédiés aux achats, au RH et à la logistique essentiellement. Enfin, une autre activité, qui est une activité plutôt cette fois-ci d'insertion. On a un client très engagé qui est Enedis et qui nous a embarqué de longue date sur la relève de compteurs électriques, ce qui nous a permis de faire de la relève de compteurs gaz, de la relève de compteurs d'eau également, à l'échelle très régionale, autour de Toulouse. Et naturellement, vous imaginez l'arrivée de Linky, l'arrivée de Gaspard et autres compteurs automatiques fait que cette activité se réduit de jour en jour. Et le client très engagé, donc j'aurais plutôt tendance à dire le partenaire, Enedis, se pose avec nous. On a des réunions régulières sur lesquelles on se dit et demain? Et demain, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc on a aujourd'hui d'ores et déjà entrepris des nouvelles activités avec Enedis. Donc la première nous a amené à développer une application de terrain pour réaliser l'inspection de la voirie. Enedis a eu une première réaction de dire il y a une chose que l'on fait mal, c'est de vérifier l'état des fins de chantier lorsqu'on intervient sur la voirie. Et on peut avoir des utilisateurs qui se plaignent du mauvais état de fin de chantier et donc vont se plaindre à leur métropole. Et la métropole, naturellement, va avoir une mauvaise réaction vis-à-vis de son sous-traitant, Enedis. Et donc l'idée, c'était de se dire,
allons vérifier au moins ces états de fin de chantier. Donc Enedis nous a mis dans les mains un plan de voirie avec toutes les exigences intégrées à ce plan de voirie. Et donc, je vous avoue, malgré toute ma prétention, quand j'ai pris un plan de voirie la première fois dans les mains, je l'ai tourné dans tous les sens et j'avais le sentiment d'être une poule devant un couteau. Et je me suis dit, si je mets ça dans les mains de nos gens en insertion, ils vont être comme moi, complètement perdus. Et donc, on va faire autrement. Et donc, on a mis ce plan de voirie en transparence sur la Google Maps. Voilà. Et donc, tout simplement, avec une tablette, les gens arrivent sur le chantier au travers de la Google Maps, finalement marchent sur le plan de voirie, et aux endroits où il y a des modifications, des vérifications à faire, puisque de toute façon, c'est bien de l'inspection, c'est de la vérification, on a un fanion de réalité augmentée qui arrive et qui leur dit à cet endroit-là, par la géolocalisation, tu dois vérifier que. Alors, des vérifications simples, itératives peut-être, et répétitives sur le même lieu peut-être. Typiquement, est-ce que le bitume a été remis à cet endroit de la voirie, sur le trottoir par exemple? Est-ce que le bateau pour les personnes en situation de handicap a été refait? Est-ce que le zébra pour le passage clouté a été refait? Et ça sera autant de questions élémentaires qui vont être posées à l'inspecteur, qui va répondre par oui ou par non, simplement, qui va prendre des preuves à 360 degrés avec l'appareil photo de la tablette, et puis qui va aller au point suivant ou à l'inspection suivante, une fois qu'il l'aura validé, qui peut être exactement au même endroit, et ça jusqu'à la fin du chantier. Et à la fin du chantier, naturellement, le compte-rendu est immédiatement édité et émis au client partenaire. Voilà, donc ça, on a travaillé étroitement avec une start-up, parce qu'on n'a pas de capacité de programmation de notre part. On a travaillé avec une très jeune start-up qui a développé l'ensemble de l'application et que l'on met aujourd'hui en usage à des gens d'insertion qui faisaient de la Tu peux nommer la start-up, Thierry? Comment? Peux-tu nommer la start-up? Elle s'appelle Holoc. C'est aujourd'hui toujours que 2 personnes, voilà, mais qui avaient développé le cœur de cette application pour optimiser la livraison de grandes enseignes de la distribution, et qui a trouvé le challenge de créer de l'emploi avec le cœur de l'application intéressant, parce que finalement, ils s'étaient rendus compte que ils avaient optimisé la livraison de ces grandes enseignes et qu'ils avaient finalement détruit de l'emploi. Et donc, les 2 jeunes ont dit que c'était un joli challenge de nous aider. Donc, je vous l'avoue, ils nous ont fait un tout petit prix. Voilà, donc ça ne nous a pas coûté très cher pour avoir une très belle application. Voilà, donc c'est un exemple. On a d'autres chantiers, d'autres projets en ce moment avec ce client partenaire Enedis pour essayer de rebondir. Et enfin, la dernière activité est une activité de numérique. Voilà. Donc, sur cette activité numérique, elle démarre une fois de plus grâce au client partenaire Airbus, puisque nous avons la chance de traiter toute la logistique retour des PC qui sont déployés chez Airbus. Donc, on a sensiblement 20 000 PC qui nous passent dans les mains tous les ans, que l'on va chercher sur les sites Airbus. Donc, en un peu plus de 15 ans, on a perdu 0 PC, hein, donc une logistique très très bien établie et très très bien suivie. Notre première action est de blanchir ces PC. Donc, blanchir, ça veut dire garantir au client qu'il n'y a strictement plus aucune donnée sur ces PC. Puis, la voie logique, c'est de faire des jolis paquets cadeaux pour les renvoyer au liseur. Naturellement, on s'est rapidement posé la question avec le liseur et avec Airbus, plutôt que de renvoyer les produits au liseur, pourquoi ne pas redonner une deuxième vie à l'ensemble de ces PC? Donc aujourd'hui, nous avons une activité de reconditionnement de ces PC. On en reconditionne un petit peu plus de 3000 par an. Donc sur les 20 000, ce qui évite déjà un transport sensiblement, également effectivement 2 transports par an, puisque le liseur renvoie ses PC vers l'Irlande. Donc vous imaginez que ça a un impact important. Donc nous, on reste à l'échelle locale. Et puis aujourd'hui, on met en place d'autres circuits avec d'autres personnes qui reconditionnent également, pour pouvoir profiter finalement
de ce gros paquet de 20 000 PC, d'accord, et pouvoir augmenter de manière indirecte l'usage de ces PC reconditionnés avec d'autres plateformes, avec d'autres entreprises d'insertion ou d'entreprises adaptées qui voudraient vendre et utiliser l'ensemble de ces PC. Donc, à partir de cette activité, on a finalement, en satellite, créé d'autres activités autour du numérique. Donc, on a une activité de support direction de services informatiques, où l'on va pouvoir faire de l'infogérance, de l'administration système et réseau. Ouais. On a eu une belle activité grâce au hub du réseau d'inclusion numérique porté par les mêlées numériques et l'association Colline sur la région. Et nous avons été un des membres fondateurs de ce hub d'inclusion numérique. Et donc aujourd'hui, nous travaillons également à faire de la médiation numérique avec de l'itinérance. Nous, on a un avantage, c'est qu'on a le matériel. Donc, il était facile d'amener ce matériel. Thierry, il te reste 2 minutes. Il était facile pour nous d'amener ce matériel directement à proximité des travailleurs sociaux et essayer de les libérer de cette médiation numérique qu'ils sont aujourd'hui obligés de faire, d'accord, alors que ce n'est pas leur métier. Et donc, nous, on vient les soulager de cette médiation numérique au plus près de leurs locaux. Et donc, notre projet aujourd'hui, c'est d'avoir des véhicules adaptés, des bureaux mobiles avec 4 postes et de pouvoir se garer devant les maisons de quartier, les maisons locales et pouvoir supporter cette médiation numérique au plus proche. Donc, naturellement, nous recevons les passes numériques, donc les chèques haptiques pour pouvoir faire cette mission. Et donc, nous avons besoin de fonds, de sponsors sur ce projet de médiation numérique. Et comme vous m'avez donné que 2 minutes, je conclurai juste pour terminer. Nous sommes une société intrinsèquement de mission. Notre raison d'être, elle s'affiche naturellement par le fait que nous soyons une I et une A. Mais pour pouvoir aller un petit peu plus loin et malgré tout l'afficher encore un petit peu plus, on a entrepris il y a maintenant un petit peu plus d'1 an d'aller vers une labellisation RSE 26 000, ISO 26 000, que nous avons obtenue il y a 2 mois. Voilà. Bravo. Donc, nous sommes partis un petit peu la fleur au fusil, en se disant on fait les choses bien, donc de toute manière ça ne sera pas difficile. Ça a été un petit peu plus délicat que ce que l'on pensait, même si nous avons obtenu cette labellisation, on a devant nous un chantier d'amélioration important, parce que vous l'avez bien compris, sur le plan social, on était très bon. Sur le plan écologique associé à nos activités, on était très bon puisque nous avons un atelier des 3 œufs, mais sur d'autres aspects, on était un petit peu moins bon. Et donc, on a un gros chantier devant nous. Bravo Thierry, merci beaucoup de ton témoignage qui est très riche, très dense. Donc, merci encore. Est-ce que parmi les personnes qui nous suivent, alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? C'est le moment. Alors, on peut prendre 1 ou 2 questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à la Maïf ou à Anne Calvé ou à Thierry Pajot d'Envoi? Parmi les personnes qui sont Moi, j'en ai à poser à Anne, naturellement, que je vais poser devant tout le monde, hein, puisque je lui reposerai par mail. J'en ai au moins 2. Anne, pouvez-vous soutenir des initiatives un petit peu plus locales que des initiatives que je considère très centralisées, telles qu'Emmaüs Connect, qui sont des initiatives parisiennes et qui se diffusent en région et qui viennent presque en concurrence de nos initiatives locales. Donc, comment pouvez-vous nous aider, nous supporter à l'échelle locale? Puisque cette question que je vous pose à l'échelle territoriale de Toulouse, j'imagine qu'on va vous la poser dans toutes les régions. Voilà. Alors, donc, deuxième question. C'est ma première question. Et ma deuxième, c'est on parle beaucoup aujourd'hui des 3 R, réemploi, reconditionnement, réparation. Est-ce que la Maïf est engagée sur cet aspect-là? Je pense que oui. Et par quel bout il faut l'attraper? Parce que je vous avoue qu'on a, nous, essayé de joindre la Maïf à plusieurs reprises pour s'engager sur ces 3 R.
et que nous n'avons trouvé aucun interlocuteur. D'accord. On va un peu donner la parole aux autres personnes qui participent. Alors, parmi les gens qui sont non intervenants, peut-être, donc je vois qu'il y a des personnes qui s'appellent Joël, Tiffaine, Thelot, Véronique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer et poser une question au vu de ce qui vient de se dire? Où est-ce que ça va? Marie? Pas de questions pour l'instant? Très bien. Non, aucune question. J'ai une petite question, une toute petite. Vas-y, allez-y, allez-y. Monsieur Pajot, enchantée, je m'appelle Lisanne Binet. J'ai récemment participé à un autre atelier du mois de l'ESS auquel participait Benjamin Desseninck, qui travaille à la SCOP Cévennes Libre Ordi Solidaire et qui notamment ont lancé récemment un appel aux dons. Mais je n'ai juste plus en mémoire si c'est un appel aux dons pour des ordinateurs reconditionnés ou financiers, mais auquel cas, je crois qu'ils récupèrent régulièrement des ordinateurs reconditionnés pour pouvoir les vendre aux gens qui sont en précarité numérique. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous comme pour eux de vous mettre en lien. C'est juste une petite remarque. Merci pour la suggestion. Anne, est-ce que tu veux bien répondre à Thierry? Si. Alors, en très peu de temps, tu avais arrêté le micro. Oui, alors bien sûr, ça supposerait des développements longs et complexes. Hein. Et en plus, je ne veux pas dire de bêtises non plus, hein, parce que je connais des choses, mais je ne connais pas tout. La Maïf est une grosse boîte, hein, et donc avec évidemment un inévitable silotage. Et vous n'avez pas tort de dire que ce n'est pas toujours facile de trouver et de joindre la bonne personne. Cela dit, on y arrive quand même. Et entre autres, nous, on est là aussi hein, comme relais. Hein. Donc, je vais vous faire les réponses que je peux connaître et après, je pense que ça mériterait un dialogue, on va dire, plus direct. Hein. Alors, effectivement, les gros soutiens, hein, c'est-à-dire en fait, le partenariat Maïf, il a plusieurs niveaux. Hein. Il y a des partenariats nationaux. Les partenariats nationaux, ils sont définis par rapport à des objectifs et à des valeurs, mais ils ne sont pas forcément soumis aux antennes locales. Hein. C'est-à-dire qu'on est structuré avec des partenariats nationaux qui sont toujours des partenariats avec des partenaires qui se déclinent dans toute la France. Hein, c'est-à-dire qui ont des je ne sais pas, Surfrider, par exemple, a des antennes locales partout. Hein. Évidemment, Emmaüs Connect, Emmaüs aussi. Bon. Par contre, et nous, on peut faire localement des partenariats à l'échelon régional ou académique hein, et à l'échelon local, mais avec évidemment des moyens. Et la marge de manœuvre, elle est relativement importante, mais les moyens sont beaucoup plus faibles localement. Hein. Donc, il y a deux solutions. Soit on s'inscrit dans un partenariat national, et donc nous, on est là éventuellement pour faire remonter la pertinence possible avec un partenaire d'un partenariat national. C'est arrivé pour certains qu'on a rencontrés, qui nous paraissaient effectivement tout à fait pertinents et dans la ligne de nos valeurs, et qui avaient une dimension un peu au-delà d'une région, hein, et d'obtenir un partenariat national. Ou alors, on fait des actions locales. Hein. Donc, première idée. Deuxième idée sur la question pour répondre à la deuxième question sur la question des 3R, clairement, en tout cas sur la réparation auto, on est clairement engagé là-dessus. Hein. Et on fait aussi du recyclage. Il y a 30 000 véhicules par an qui sont recyclés à la Maïf. On est très, très différent des autres de ce point de vue-là. On est un des seuls à proposer du réemploi de pièces d'occasion sur les autos. Après, sur le reste du matériel, par exemple pour l'informatique, parce que c'est un peu votre domaine, hein, là aussi c'est fait, mais c'est complètement piloté par le siège, effectivement. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autonomie locale pour ce qui concerne l'entreprise, hein, réemploi et reconditionnement. Hein, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en relation, encore une fois, avec le siège. Hein. Mais en gros, les décisions pour ces sujets-là sont prises par le siège. Voilà. Je réponds aujourd'hui à des pardon, excusez-moi Thierry et Anne. En fait, il faut qu'on laisse de l'espace pour nos autres intervenants. Et je sais que là où je suis contente, c'est que je sais que vous allez pouvoir coopérer ensemble. Ça fait plaisir à voir. Et merci encore de faire découvrir vos deux organisations au public du FRES qui pourra revoir vos témoignages. Alors, on va passer à deux autres initiatives, donc éco-recyclage et Arstock, si vous voulez bien. Donc, est-ce que vous êtes toujours là?
Oui, tout à fait. D'accord. Alors, pouvons-nous commencer par Arstock, ou si possible? C'est possible? Arstock ou Eco? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour Arstock. Alors, Arstock, une recyclerie, ressourcerie culturelle qui est nationale et qui donc est autant au niveau parisien que dans notre belle région, puisque vous êtes situé en Haute-Garonne, à Blagean, si je ne m'abuse. Voilà. Oui. Est-ce que, Sarah, vous pouvez nous expliquer en fait comment fonctionne Arstock et en quoi finalement votre travail consolide à la fois des emplois sur un petit territoire rural, sur un territoire rural, et puis, donc Comminges, donc, et puis en même temps consolide la filière culturelle. Oui, alors donc Artstock, c'est une association qui est née en 2009 et installée à Blagean depuis 2015. Donc, elle a été créée par des professionnels du spectacle après le constat du gâchis et du gaspillage de la destruction des décors déclassés dans le monde du spectacle et même de l'événementiel. Donc, elle est, comme vous l'avez dit, installée à Blagean donc depuis 2015 dans les anciens locaux de l'usine de fabrication de tuileries, Imerys, qui voilà, donc cette association a pour mission de sensibiliser les acteurs du secteur culturel et artistique à l'enjeu écologique qui est lié au réemploi d'objets de la création artistique. Et elle a donc c'est un opérateur national du réemploi de matériaux, puisque donc elle est installée à Blagean, mais toutes les opérations de récupération ont lieu un petit peu partout en France, et notamment auprès de partenaires parisiens qui sont des théâtres, ça peut être l'Opéra de Lyon aussi, des grosses maisons du luxe et de la mode aussi qui sont installées à Paris, pour en citer quelques-uns. Donc, c'est à travers donc cette activité de récupération de matériaux, on arrive à sauver entre 300 et 500 tonnes de matériaux par an. Donc, depuis 10 ans, on est à plus de 4000 tonnes de matériaux récupérés, dont 80 à 90% sont valorisés. Voilà, donc Artstock récupère des décors, mais aussi des accessoires et tout matériau réutilisable après le démantèlement des décors. Donc, l'objectif, c'est de les réemployer, de les valoriser, les remettre dans le circuit pour qu'ils soient utile à d'autres professionnels, que ce soit des professionnels, mais aussi des particuliers et des associations, encore des collectivités locales à la recherche de matériaux ou de produits originaux. Donc, si vous voulez, la valeur ajoutée à ce cercle vertueux de l'économie circulaire, c'est aussi le développement de compétences spécifiques liées à l'accompagnement d'entreprises dans leur démarche RSE, puisque notre coordinateur national s'est spécialisé, est expert en ESS et accompagnement RSE. Donc, voilà. Il accompagne aussi des métropoles dans leur étude d'opportunité, de faisabilité d'implantation de ressourceries culturelles. Et donc, cette association
a pu créer, favorise la création d'emplois. Depuis le début d'Artstock, il y a eu 14 postes créés. Actuellement, on est à 8 postes en CDD et CDI et une service civique. Sans compter tous les emplois contractuels qui sont créés temporairement aussi lors des opérations de récupération. Pour citer un exemple, dernièrement, lors de la dernière récupération, il y a eu une cinquantaine de manutentionnaires et de techniciens qui ont été embauchés pour la grosse récupération que l'on a faite en octobre à Paris. Par ailleurs, j'ai aussi oublié de parler du fait que donc Artstock est la première ressourcerie culturelle qui est née en France en 2009, et depuis il y a d'autres ressourceries culturelles et artistiques qui se sont développées. Et en 2020, donc cette année, au début de l'année, notre coordinateur national, qui est aussi cofondateur de l'association Artstock, a initié la création d'un réseau qui s'appelle le réseau RESAC, et qui est en voie de structuration, qui va être aussi soutenu par l'ADEME, et qui regroupe 7 structures, donc 7 ressourceries culturelles et artistiques qui couvrent 6 régions du territoire national. Et donc, ils représentent un vaste écosystème d'acteurs de l'événementiel, du spectacle et des industries culturelles et créatives. Donc, la finalité de ce réseau, c'est de mettre en place une filière du réemploi culturel à travers ce maillage stratégique sur le territoire, parce que cette filière n'existe pas encore et qu'elle a besoin d'être développée pour pouvoir optimiser le fonctionnement des ressourceries culturelles et la redistribution aussi des flux et des matériaux. Voilà. Est-ce que je voulais dire ensuite? Oui, voilà. Donc, je vais revenir donc sur l'ancrage territorial de la ressourcerie Artstock, qui a une particularité en comparaison avec les autres ressourceries culturelles du territoire français, c'est qu'elle est vraiment implantée en zone rurale. C'est un pari assez audacieux, donc avec quelques défis à relever. La majorité des clients et des usagers d'Artstock sont des particuliers qui sont installés dans les environs et qui ont l'habitude de venir se fournir en matériaux. Et donc, ces particuliers sont aussi sont souvent des professionnels Pardon, je suis désolée. C'est des agriculteurs en général. Donc, ils ont des besoins assez particuliers. Et finalement, la présence d'Artstock sur le territoire peut être un relais aux magasins de bricolage habituels, puisque les usagers de la ressourcerie développent un lien social avec l'équipe qui permet de créer une sorte de contrat de confiance qui est quand même assez important en milieu rural pour le développement d'activités et pour répondre à des besoins de particuliers, mais aussi de professionnels de l'agriculture.
voilà, donc ça, c'est un point assez important. Et puis, donc l'association travaille aussi à un projet d'ancrage territorial du point de vue économique, en associant les champs économiques, mais aussi social et culturel. Donc, toujours dans l'idée de s'inscrire dans des pratiques de la transition écologique. Donc, ce projet de territoire, on peut dire qu'il s'inscrit aussi dans la lutte contre les précarités, puisque de par sa zone d'implantation, le bassin d'emploi est celui du Grand Toulouse, puisque donc le territoire est quand même mal desservi par des voies d'accès et finalement il y a quand même cet enjeu d'insérer, d'aider l'insertion des personnes exclues et éloignées de l'emploi, de créer aussi des espaces de rencontres et d'échanges pour rompre avec l'isolement, qui est un autre défi des territoires, des zones rurales, et par ailleurs de développer des actions en faveur de l'éducation à l'environnement, de la sensibilisation à l'environnement et aux pratiques favorables à la transition écologique. Donc finalement, l'ambition, c'est de pouvoir articuler le levier du réemploi et de la transition écologique comme support à la citoyenneté, mais aussi depuis 2017 à la découverte des métiers et au développement de compétences. Donc, on est en train de s'engager concrètement en s'impliquant au sein de divers comités locaux dans l'idée de resserrer déjà des liens entre différentes structures du territoire pour se créer des relais de communication, de prêt de matériel et surtout de pouvoir co-organiser des événements, des projets avec ces structures. Donc, par exemple, le foyer rural de La Roque, d'un village à proximité de Blajan, avec la Pistouflerie qui est une scène, un café-spectacle. Voilà. Avec l'association 3PA et son école de la transition écologique, l'école Être, le comité des fêtes de Blajan, la maison de l'avenir de Saint-Gaudens, la MJC aussi de Saint-Gaudens, différents collectifs, l'Observatoire des droits culturels, des collectifs d'artistes, voilà. Donc on essaie d'apporter au territoire et à ses habitants des projets, des activités et des services ouverts et de continuer à organiser des événements socioculturels pour renforcer les liens avec ces acteurs associatifs ou ces différentes structures et puis la population locale. Mais comme je disais aussi, de mener des actions en faveur de l'accès à l'emploi. Donc là, on est accompagné par la direction de la cohésion sociale et aussi la direction du développement équilibré du territoire de la Haute-Garonne. Et en prenant donc compte tenu des réalités économiques et sociologiques du Comminges et aussi des métiers de l'association,
on essaie de développer des actions en faveur de l'insertion professionnelle. On doit relever encore quelques défis dont je parlerai. Merci. Ouais, Sarah, oui, il reste peu de temps. Il faudrait qu'on puisse donner la parole encore à Adeline et permettre du lien avec les personnes qui assistent ou de l'interaction entre nous. Donc, est-ce que on est au bout de ce que tu voulais dire? Pas tout à fait, mais je vais essayer d'accélérer. Synthétiser en 1 minute. Allez, on te laisse 1 minute. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir, les contraintes qu'on a, en fait, c'est de pouvoir aménager notre atelier pour qu'il réponde aux normes ERP. Et ça, c'est c'est la partie la plus difficile, puisqu'on a besoin de soutien, de financement pour pouvoir ouvrir ces ateliers donc, à des visites et des activités valorisant le surcyclage, mais aussi pour pouvoir continuer à travailler avec des organismes d'insertion professionnelle par l'activité et donc de pouvoir présenter des métiers et accueillir des personnes en insertion professionnelle, et puis aussi peut-être à terme développer un repère café. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. C'est un projet très passionnant et moi, je suis allée à Blajan, je vous connais bien et on a des contacts assez réguliers. Pour ceux qui aiment chiner, allez à Arstock, à Blajan, c'est vraiment un lieu formidable et c'est pratiquement c'est un lieu ouvert en fait aux citoyens. Vous faites aussi des animations, vous faites beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à visiter votre site. Ouais, pardon, le téléphone sonne. Voilà. Nous sommes dans nos bureaux. Je vais passer la parole donc à une structure qui est très proche de l'ESS, qui s'appelle Clos Recyclage, qui a un statut un peu particulier. Je crois que c'est une start-up, on peut dire ça ou pas, Adeline? Alors, tout dépend. Comment on regarde co-recyclage? Est-ce que tu peux nous expliquer? Pas de problème. Merci Bérénice et puis merci à Sarah, Anne et Thierry pour leur présentation. Donc, co-recyclage, c'est une entreprise agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, start-up, ça l'a été. Aujourd'hui, co-recyclage a 7 ans d'existence. Donc, c'est une start-up un petit peu vieillissante. Et pour rebondir sur ce que disait Anne, on est plutôt en phase de développement. Et d'ailleurs, on a le soutien de la MAIF, Investissement Social et Solidaire. Donc, depuis l'année dernière, il y a une démarche de développement et de création d'antennes régionales, avec la création de l'antenne Occitanie qui a bientôt 1 an, dans le projet de développement de l'entreprise et de son projet. Donc son projet, c'est très en lien avec le webinaire de ce matin, c'est d'abord de lutter contre le gaspillage de biens, de mobilier, matériaux, au même titre que Arstock et Envoi, puisque l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, ce sont 2 secteurs qui sont très proches. Et donc au recyclage, là, puisqu'on parle aujourd'hui des entreprises et du lien avec la précarité, je vais plutôt me concentrer sur les activités qu'on a auprès des entreprises et des administrations. Donc en fait, on a fait le constat. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a moins de 2% des déchets d'ameublement professionnel qui sont réemployés, qui sont vraiment redistribués en l'état. Tout le reste est broyé pour du recyclage matière, ou voire même enfoui ou incinéré. Donc on a beaucoup de progrès à faire sur le réemploi auprès des professionnels, sur le mobilier, mais aussi le matériel informatique, comme le disait Thierry,
et les matériaux, comme le disait Sarah. Donc nous, on a essayé, Co-Recyclage a aussi fait le constat que des associations, des acteurs de l'ESS, de la solidarité, peinaient à se meubler, à s'équiper, tandis que finalement, juste à côté de chez eux, des professionnels, des entreprises, des administrations payaient des personnes, des entreprises, pour jeter leur mobilier et leur matériel en bon état. Donc face à ce constat, l'idée de co-recyclage, ça a été et c'est toujours de faire le lien entre ces entreprises qui ne connaissent pas forcément les solutions de leur territoire et les acteurs qui ont besoin de se meubler, de s'équiper, voilà, dans une logique avant tout solidaire et de bon sens. Donc aujourd'hui, co-recyclage, c'est quoi? C'est des outils numériques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un lieu, nous sommes vraiment un coordinateur et un facilitateur grâce à des outils numériques qu'on a mis en œuvre et qui prend la forme d'une plateforme Internet de dons de matériel mobilier professionnel. Donc cette plateforme, elle est ouverte et gratuite à toute structure et personne morale, donc des associations, des structures de l'ESS, mais aussi toute TPE, PME, finalement, peut être amenée à rechercher du mobilier, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus criant. Il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ont des grosses problématiques financières, donc on ne veut pas s'arrêter à la seule, on va dire, au seul statut d'association. Pour nous, n'importe quelle structure peut récupérer du mobilier près de chez lui, plutôt qu'il soit jeté. Donc, je vous mets dans la conversation le lien, c'est corecyclage.pro, et c'est vraiment un outil qu'on veut mettre au service des territoires et de ces acteurs. Alors, donc comme je le disais, co-recyclage, c'est vraiment un facilitateur, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a des problématiques de réemploi, c'est-à-dire qu'elle a finalement identifié quelque chose où elle se dit c'est quand même dommage de le jeter, elle peut se diriger vers nous et on l'accompagne en fonction de ses besoins, de ses contraintes, et on s'attache forcément à travailler avec les acteurs locaux et particulièrement de l'ESS. On travaille et on veut travailler de plus en plus avec Envoi, Arstock si on en a l'occasion. Je pense à Merci René, les rudo-valoristes sur le territoire qui sont aussi des acteurs de l'ESS parce que l'économie circulaire aujourd'hui est très fortement portée par le secteur de l'ESS. Donc on est vraiment un metteur en lien et pour faire en sorte que le gaspillage soit éradiqué ou en tout cas fortement impacté pour les professionnels. Si je peux donner un exemple de collaboration qui est assez intéressante et qui touche vraiment à la précarité, c'est qu'on est en train de collaborer avec FAS Grand Toulouse, la fondation Agir contre l'exclusion, pour faire le lien justement entre ces biens professionnels et les associations des quartiers QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Voilà, on essaie vraiment de rendre cet outil au service des territoires et des quartiers prioritaires. Donc voilà, un exemple concret auprès des professionnels aussi, c'est on vient de remporter un marché public qu'a lancé la préfecture d'Occitanie pour laisser une place au réemploi avant de penser au recyclage. Donc c'est inédit, je pense que c'est le premier marché public qui a mis un lot, comme on appelle ça, Bravo, bravo. Voilà, l'eau qui est, on va dire, il n'y a pas d'obligation. Les services s'ils veulent faire appel à une entreprise de recyclage, ce n'est pas interdit. Mais l'idée, c'est de sensibiliser, et c'est le défi, clairement, aujourd'hui,
va être de sensibiliser les services de la préfecture, comme le défi, c'est de sensibiliser tous les professionnels au réemploi et au fait que finalement, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, elle doit être présente et appliquée dans tous les métiers d'une entreprise. Et le métier de l'immobilier, des moyens généraux, comme on peut appeler ça dans certaines entreprises, c'est aussi un pouvoir qu'il y a de se mettre au service voilà, de son territoire et du développement durable. Donc voilà, c'est faire redescendre cette prise de conscience dans tous les métiers. Et c'est quelque chose de très concret, quoi. Le mobilier, le matériel, c'est un formidable outil qui peut être mis au service de son territoire. Merci Adeline, c'est un très joli témoignage. Je me suis permis de mettre l'ami Merci René, parce que ce projet l'année dernière avait participé au Flash Lab du FRES 2019 et avait remporté un prix et c'est vraiment une structure complètement intéressante. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage, que autant Arstock qu'au recyclage, c'est bon, on est sur des microstructures, c'est un peu plus petit qu'Envoi et la Maïf évidemment, mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir combien vous essayez d'articuler vos actions avec l'ensemble des parties prenantes qui sont autour de vous, que ce soit là, dans le cas de la préfecture, donc une instance publique, on dira, donc sur le champ de la commande publique responsable, que ce soit de faire des liens avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire ou entrepreneurs sociaux, mais vraiment pour être non pas en compétition, mais plus en coopération. Alors, à une échelle moins grande que celle qu'a exposée Thierry Pajot avec Envoi, où là, les partenaires sont quand même des partenaires qui comptent en poids économique sur le secteur toulousain. Donc, vraiment, merci, c'est très passionnant et c'est vrai qu'on a un peu oublié la start-up, en fait. C'est vrai que vous êtes dans une approche qui est… voilà, c'est pas tant ce terme start-up qui est effectivement très à la mode, mais vous êtes dans autre chose aujourd'hui, en tout cas, et dans un maillage très, très fin, en fait. Je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et je pense que vous démontrez à nouveau que une entreprise sociale et solidaire, eh bien, avant tout, c'est un projet de société. C'est-à-dire que c'est un projet d'entreprise, bien évidemment, mais c'est articulé aussi avec des finalités sociales très fortes et sociétales, puisqu'on parle d'économie circulaire et d'environnement. Alors, je vais peut-être un peu changer. On va peut-être faire plutôt du débat à la fin, mais j'aimerais vraiment… D'autant qu'il est déjà, on a un petit peu, alors je vous rassure, à 11h30, ça ne va pas s'arrêter d'un coup. On a un petit peu d'espace. Notre logisticien Michael nous laisse de la marge, c'est super. Donc, on va peut-être demander à Daniel maintenant d'intervenir. Daniel Luciani du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, Eticom 21. Est-ce que tu es là? Oui. Ah, voilà. Alors, pourquoi j'ai invité Daniel, qui est un de nos partenaires favoris, en tout cas au Mouvement pour l'économie solidaire, puisqu'on participe au grand procès de la RSE depuis quelques années maintenant, et qu'on a à cœur, je dirais, de partager notre vision du côté du Mouvement pour l'économie solidaire sur l'utilité sociale, l'évaluation de l'utilité sociale, l'impact social, toutes ces questions-là qui sont très précieuses à analyser et pour lesquelles, je crois, Olivia Grégoire aussi a un intérêt très fort, notre secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Et puis Daniel Luciani, donc pour le CJD et tout ce travail que tu fais, je me permets de te tutoyer, puisqu'on fait ça dans notre vie courante, que tu fais autour de la RSE. Alors, moi, je te donne un peu carte blanche. Tu as pu entendre tous les 4 témoignages qui sont des très jolis témoignages de l'ESS pour le coup, pleinement de l'économie sociale et solidaire ou d'entrepreneuriat social. La question qui était posée, c'est défi précarité, entreprise ESS,
voilà, comment on avance. Et j'aimerais que tu éclaires cela par ta vision sur la RSE, ta vision aussi sur la loi Pacte, et puis qu'on puisse peut-être avoir un échange en se disant finalement, c'est quoi les 3 points clés qu'on devrait proposer ou qu'on devrait se proposer de manière collective. Et j'avoue que tout ce que vous dites là autour de cette table ronde nous invite aussi à dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la République de l'ESS dont j'ai parlé en début de table ronde. République de l'ESS lancée par Jérôme Sadier, président de ESS France et dont nous sommes partenaires et qui va être, je pense, une communauté vraiment passionnante sur l'année 2020-2021. Je te donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment que quand j'ai entendu les témoignages, alors je ne vais pas parler de la la Maïf. C'est une grosse erreur. Voilà. Ma langue a fourché, parce que les moyens dont vous avez à disposition sont évidemment bien plus importants que les autres exemples que nous avons entendus. Donc, et évidemment que vous contribuez à faire que la société française aille mieux, donc je n'ai rien à dire, je ne peux que saluer vos propos et le fait de vous être engagé dans la logique de la qualité de société à mission, évidemment, est louable, et puis on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de votre part. Mais dans ce que j'ai entendu des autres contributrices et contributeurs avec Thierry, c'est quand même qu'il y a une forme d'innovation, alors technologique avec l'exemple de Thierry, mais innovation sociale et en réponse aux besoins des territoires notamment, qui toujours, chaque fois, me scotche et m'impressionne. Et je ne suis pas sûr, très honnêtement, moi qui fréquente les dirigeants plutôt de TPE, PME, hein, c'est pour ça que je ne vais pas parler de la Maïf, je ne suis pas sûr que les entreprises, même les entreprises à mission, aient autant d'énergie et de créativité et d'intelligence pour innover sur la réponse au bien commun. Alors ça, c'est un constat parce que j'en côtoie et au CJD, les entrepreneurs du CJD ont tellement de valeur et de créativité, mais j'ai rarement entendu dans ce que vous avez présenté les uns les autres, autant d'intelligence de la relation à l'autre et de la relation à son territoire. Bon, une fois que j'ai dit ça et que je vous j'ai félicité votre innovation, quand bien même les TPE, PME, en tout cas celles qui sont engagées, et évidemment celles qui sont engagées, on les trouve pour beaucoup au CJD, mais on en trouve ailleurs, hein, pour preuve, il y a fort heureusement d'autres entreprises qui sont engagées dans des logiques d'entreprise à mission. Et je fais partie de la communauté des entreprises à mission qui s'est créée sous l'égide de la CAMIF notamment et Émeric de Feuillerac, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Il y a effectivement des entreprises qui ont ce sens de la solidarité et ce sens de mettre en place des logiques pour répondre aux précarités du territoire ou de certains publics fragiles sur les territoires. Hein. Il y a des entrepreneurs, et il y en a à Toulouse qui s'occupent notamment de fournir des logements à des gens qui sont sans abri ou SDF. Donc ça existe et ce sont des entrepreneurs. Mais souvent, quand on creuse en fait, ce sont des entrepreneurs qui par eux-mêmes ont des valeurs humanistes qu'on retrouve beaucoup au CJD, mais aussi chez les dirigeants chrétiens, mais aussi quelquefois dans le réseau Entreprendre. Ces dirigeants-là ont des valeurs et ils se servent de leur entreprise pour mettre en place des actions qui servent les valeurs qu'ils soutiennent. Bon. Mais ça, c'est une chose qu'il faut noter parce qu'il en existe.
Mais après, quand on regarde la majorité des entreprises, en tout cas celles que je côtoie au CJD, alors je ne les côtoie pas toutes, mais il y a à peu près 5000 entreprises aujourd'hui et ce n'est pas tout le tissu économique français, évidemment. Mais néanmoins, ce sens de répondre au bien commun, en tout cas ce que je peux dire depuis que nous agissons à Toulouse pour promouvoir la RSE, on sent que depuis 3-5 ans, les entreprises, et moi je ne vais parler que des TPE, PME, hein, je le redis, ont pris le sens de la responsabilité comme étant un élément clé de leur pérennité d'une part, évidemment aussi de leur positionnement sur les marchés, hein, il faut dire ce qui est. Mais en même temps, je côtoie beaucoup de dirigeants depuis 3 ans là, qui ont intégré que le fait de se dire qu'on pouvait contribuer par son rôle d'entreprise et d'entrepreneur au bien commun sur les territoires, ça croît considérablement. Et pour preuve, le grand procès de la RSE, même si c'est un lieu qui réunit essentiellement des gens qui sont engagés, fait chaque année de plus en plus d'émules. Et chaque année, on rencontre de plus en plus d'acteurs et d'entreprises qui s'engagent dans des logiques de responsabilité. Et pourquoi ça? C'est simplement que, me semble-t-il, la perte de sens dont l'ESS fait œuvre en proposant une autre façon de construire notre territoire et notre avenir, eh bien cette perte de sens, quelque part, l'entreprise se dit qu'elle peut venir y contribuer en fait, à cette construction d'un sens nouveau, et évidemment pas que dans la logique économique de vendre, etc., mais aussi dans la logique de contribution au bien commun. Sauf que cette contribution au bien commun, elle a la limite encore plus forte que vous dans l'ESS, c'est qu'il y a une recherche de minimum d'équilibre. Je ne parle pas de rentabilité parce que tous les entrepreneurs que je connais n'ont pas que le sens de gagner de l'argent. Ils ont surtout le sens de réussir à faire que la finalité de leur entreprise et donc leur raison d'être, si on voulait aller dans l'esprit de leur pacte, servent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est évidemment les actionnaires, c'est évidemment leurs salariés, mais aussi les territoires, mais aussi le bien commun. Et cette prescience ou cette envie ou ce sentiment de servir le bien commun, là, depuis 3 ans, il s'accroît, quoi. Voilà. Et effectivement, ce que je peux dire, c'est que la Covid, en tout cas, a accentué ce phénomène-là. Et que donc, je ne dis pas, et ça, je suis convaincu que les entreprises, même les entreprises engagées, qui sont celles qui sont entreprises à mission ou qui ont pris la qualité de société à mission, c'est pas du tout leur vocation de devenir de l'ESS. Hein. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Et puis, ça a été dit, hein, elles sont pas là pour revendiquer quelle que soit la subvention ou autre. C'est pas du tout le cas. Ils ont bien, et de plus en plus, elles prennent conscience que on est des entreprises pour créer de la valeur, y compris économique, hein, et en même temps avoir une finalité sociétale, et souvent d'ailleurs à partir de leur activité. Et la critique que l'on pouvait faire à la RSE à un moment donné, c'est que ce n'était pas directement lié à l'activité. Or, avec la logique d'entreprise à mission, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les actions à mener, les engagements à mener sont directement liés à l'activité. Et donc, on évite donc les sujets qui sont du coup du greenwashing, puisque si on le met dans la logique de l'activité, eh bien, ça a du sens. Et c'est vrai qu'au CJD, on a une méthode depuis 92 et qui s'est mise en œuvre en 2002, donc ça fait près de 20 ans. Oui, bah écoute, je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai pas ouvert les liens. Qui s'appelle la performance globale. Il y a une personne qui n'a pas éteint son micro. J'ai juste un petit message à Sarah qui a répondu à une question du public et qui a envoyé la réponse à moi. Ah, ça y est, merci Sarah. Merci.
Continue. Non, mais j'allais terminer. Et c'est vrai qu'au CJD, on a une méthode qui s'appelle la performance globale, qui est une méthode de construction d'une stratégie d'entreprise responsable, qui est en fait une stratégie d'entreprise qui intègre la RSE et la question de l'impact au cœur même de l'entreprise. Et donc, cette logique de performance globale, c'est de traiter en même temps l'économie, le social, le sociétal et l'environnement. Et dans cette logique-là d'équilibre, on voit bien au CJD que la construction du coup de sa logique d'impact positif, elle est en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes, hein, mais en mettant la RSE au cœur, ce qui fait qu'on est au cœur de l'activité et pas quelque chose qui est qu'on va dire par-dessus, hein, une sorte de RSE cosmétique, on a l'habitude de dire, et plutôt une RSE stratégique. Ce qui fait que naturellement, dans le nouveau mandat du président du CJD aujourd'hui, qui s'appelle Émeric, c'est son prénom, Émeric, pardon, il a souhaité que bon nombre d'entreprises du CJD s'engagent vraiment jusqu'à la logique d'entreprise à impact et donc dans la logique de société à mission. Et son objectif, c'est que d'ici 2 ans, au CJD, il y ait 100 sociétés de plus, parce qu'il y en a déjà, qui requièrent le statut, la qualité, pardon, parce que ce n'est pas un statut de société à mission. Voilà. Et dans ce sens, ça vient compléter, et c'est pour ça qu'on a toujours contribué avec les équipes de Bérénice et d'autres acteurs de l'ESS sur le territoire, faire qu'on ait une complémentarité de vision. Le monde de l'entrepreneuriat, il est multiple, hein. La logique d'impact, elle peut être prise par les entreprises de l'univers classique et par l'entreprise de l'ESS. La logique qui est importante, c'est où sont les complémentarités pour ne pas intervenir à différents endroits du territoire ou sur certains sujets, et plutôt soit unir nos forces quand c'est possible, soit traiter des sujets, et en l'occurrence pour l'entreprise, qui sont au cœur de ses activités, et c'est ça qui fait sens. Merci Daniel de ce témoignage. Je me suis permis de mettre le site du cjd.net, hein, que les personnes peuvent explorer. Voilà, alors du coup, on arrive un peu à la fin de notre table ronde. Je vais peut-être demander au public s'il y a quelques questions que vous souhaitiez poser. La réponse a été faite, hein, je pense, sur le modèle économique de éco-recyclage. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser? N'hésitez pas à prendre la parole. Et je vais aussi demander aux intervenants si vous voulez bien rallumer tous vos caméras. Bérénice et Adeline, pour co-recyclage, je n'ai justement pas répondu encore à la question de Tiffen. C'est Sarah qui a répondu pour... pardon. Arstock. Oui, pardon, c'est un mélange de ma part, désolée. Mais en deux mots, on a pas mal on a un modèle qui est d'accompagner les professionnels à la mise en œuvre du réemploi, sachant que si je prends l'exemple d'un déménagement d'entreprise, par exemple, une entreprise aujourd'hui elle paye cher ce déménagement par les coûts de manutention, fait appel à souvent une entreprise classique de déménagement, dont le métier n'est pas le traitement des déchets, donc qui des fois peut aller aussi un peu à l'encontre des bonnes pratiques du recyclage, et qui va donc payer en plus des acteurs du déchet, recyclage ou enfouissement. Et nous, on s'attache à limiter cette part de déchets, et en plus à apporter vraiment une plus-value pour leur RSE, puisque le réemploi que l'on fait est tracé et valorisé auprès des structures qui les récupèrent, enfin plutôt auprès du client, en mettant en avant les structures qui les récupèrent et en valorisant, voilà, en donnant tout ce qu'il faut pour que ça soit valorisé dans leur RSE, et en incluant, si possible aussi, les collaborateurs dans cette démarche collaborative. C'est-à-dire qu'on invite les collaborateurs de nos clients à eux-mêmes proposer des associations, des structures peut-être qu'ils connaissent, qui ont besoin de mobilier, voilà, tout simplement. Donc on est dans une logique accompagnement réemploi, et ce sont les professionnels qui ont le besoin d'évacuer ce mobilier qui sont nos clients et qui nous font confiance. J'ai 2 remarques du coup pour vous, Oui. Adeline. Là.
dans votre discours et dans vos propos. Ce que vous faites est évidemment génial, parce que ça répond certainement à un besoin. Du coup, première remarque, c'est dans vos sites internet, mettez une rubrique entreprise, parce que là, ça s'adresse qu'aux particuliers, donc je n'ai pas trouvé la rubrique entreprise. On a plusieurs sites internet, c'est pour ça. Voilà, On est en donc train de travailler sur ce référencement. sur celui que vous avez mis, en tout cas, sur le co-recyclage, il n'y avait pas ces dimensions-là. Donc, mais premier temps, et en deuxième temps, je vous enjoins à ne plus utiliser le vocable que vous avez dit là tout à l'heure en disant sur le recyclage, ça permet de s'inscrire dans la RSE de l'entreprise. Parce que aujourd'hui, la RSE est très stratégique et en disant ça, c'est comme si on laissait dire, à un moment donné, c'est un peu le discours de l'ESS. Et ça, c'est dommage que vous ayez ce discours-là parce qu'il faut sortir de ça. Parce que ça donne l'impression qu'en faisant ça, l'entreprise fait de la RSE. Donc, en vous utilisant, je suis désolé, l'entreprise ne fait pas de la RSE. Elle contribue à sa stratégie de gestion des déchets, tout ce que vous voulez, mais évitez de globaliser, parce que du coup, ça laisse entendre que faire de la RSE, c'est en triant les déchets ou en tout machin. Et ça, du coup, pour les entreprises engagées, voilà, ça fait un peu un discours marketing et qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. Et donc, attention, parce que c'est pas le bon discours que l'entreprise doit entendre aujourd'hui. Voilà, pardon de la remarque. Non, j'entends, ouais. Est-ce que Thierry et Anne, vous voulez réagir peut-être sur ce sujet-là, ce que vient d'évoquer Daniel? Oui, juste aller complètement dans le sens de ce qu'il vient de dire. Bon, c'est vrai qu'on est un gros groupe. Bon, donc effectivement, nous, on est forcément prudent parce qu'on manie des grosses sommes, parce qu'on a aussi des sociétaires qui ont des exigences, qui n'ont pas forcément tous les mêmes idées, les mêmes valeurs, etc. Et que donc, il faut quand même que l'entreprise, on va dire, survive, ou vive tout simplement. Elle vit bien, tant mieux, parce que justement, elle réunit des gens qui, pour la plupart, en tout cas, partagent ces valeurs-là. Et moi, je vais complètement là-dedans et je pense que ça, c'est essentiel de comprendre que c'est pour ça que RSE commence à pu nous plaire comme expression, et que la société à mission, c'est beaucoup plus engageant, d'abord parce qu'il y a un contrôle externe, et puis qu'on est très loin là du coup du saupoudrage. C'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs fois les expressions social washing, greenwashing. C'est hyper important ça pour se démarquer, ne serait-ce que pour se démarquer des très grosses entreprises, je ne les nommerai pas, mais qui continuent à être sur ces postures-là. Et ça, là, nous, on est… C'est pour ça aussi qu'on s'engage, et en allant plus loin même. Alors bon, le directeur général de la Maïf a fait un bouquin là-dessus, et il s'engage en fait dans un groupe de chefs d'entreprise européens qui justement disent bon, faut sortir de ce modèle d'entreprise où le premier objectif c'est faire des profits, avec parfois l'idée louable que c'est en faisant du profit qu'on crée de la richesse. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il y a une vraie mutation, je pense, même de grosses boîtes qui se disent il faut aller vers un mieux commun parce que sinon de toute façon on va dans le mur. Et je crois que ça c'est un vrai changement. Alors après il faut le mettre en œuvre, le faire perdurer et le proposer. Pour ma part, je suis un petit peu schizophrène. D'un côté, je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Et il serait assez mécontent de m'entendre dire que je ne suis pas d'accord, puisque nous avons une initiative en commun sur la région toulousaine, puisque nous venons ensemble de fonder une association qui s'appelle Planète RSE et qui a pour objectif effectivement d'accompagner l'ensemble des entreprises pour pouvoir faire les premiers pas dans cet environnement RSE. Et on va effectivement leur dire exactement ce que vient de dire Daniel. Donc ça, oui, à 200% sur mon engagement personnel autour de Planète RSE, il n'y a pas de doute. Et puis après, le côté schizophrène, il va venir tout simplement parce que j'ai une entreprise à faire tourner. J'ai des nouveaux clients à aller chercher. J'ai des partenaires à trouver pour pouvoir gagner des marchés. Parce que sans marché, sans partenaire, sans client, je ne pourrais pas faire d'insertion, je ne pourrais pas réinsérer les gens, qu'ils soient au retour de l'emploi pour des raisons sociales ou de handicap. Donc, si malheureusement mes clients, c'est ce qu'ils veulent entendre, dans un premier temps, c'est malheureusement ce que je vais leur dire. J'en suis pas fier, d'accord, mais je vais utiliser les mêmes propos qu'Adeline si c'est ce que le client veut entendre. Et puis, progressivement, voilà, lorsqu'on aura enfin démarré
les premiers pas d'un partenariat, on va essayer de leur parler autrement et de leur dire que la RSE, ce n'est pas uniquement d'avoir coché la case avec co-recyclage ou avec envoi, mais c'est un peu plus. Voilà. Merci Thierry. Ouais, merci Thierry. Merci. Merci à tous, c'est un débat super intéressant. Ouais. Alors, bon, je vous propose, est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui assistent, éventuellement une dernière petite question ou une critique, hein, vous pouvez critiquer aussi, hein, il faut s'autoriser le débat. Et certains disent la controverse, quoi. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, je crois qu'on a plein d'idées géniales. Je crois que Lisanne lève la main. Lisanne, oui. À vous. Non, c'était pas pour lever la main, c'est applaudir, parce qu'en fait, je suis très heureuse d'avoir en tout cas pu assister à ça, et j'ai adoré ce débat, en tout cas en tant que juste public. Je vous remercie beaucoup d'avoir organisé ça, parce que moi, ça me passionne. Eh bien, super. Alors, ce débat est sur Facebook, donc n'hésitez pas à le relayer. On va par ailleurs avoir un interview à nouveau avec Anne de la Maïf, donc n'hésitez pas aussi à relayer. Et on va essayer de mettre ça aussi sur Twitter. Donc, suivez-nous parce qu'en plus, le programme, là, il est très riche. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les intervenants, pour finir cette table ronde, vous allumez vos caméras tous, ce qui permettra à Valentin, qui est aux commandes, de faire une capture d'écran de tout le monde. Voilà, et je vais vous demander un peu le mot de la fin, et aussi les personnes qui acceptent d'être visibles en tant que public, hein, si voilà, bon, après, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. On pourrait, voilà, on voit l'image de Bruno, mais lui travaille, je sais, sur un dossier, donc il ne va pas nous rejoindre. Charlotte, merci Charlotte, voilà. Voilà, donc on va proposer à Valentin déjà de faire une capture d'écran. Voilà, et surtout, j'aimerais qu'on fasse un petit tour, puisque je reviens à cette idée de proposition pour la République de l'ESS. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement, enfin finalement ou pas finalement, pour le commencement de cette République de l'ESS, au final, quelle serait votre proposition à vous? On va même demander à Valentin d'ouvrir sa caméra, après tout. Ah, il ne peut pas, oui, il ne peut pas, c'est vrai, il a un souci technique. Alors, on va commencer par nos intervenants. Alors, je passe la parole à Anne, hein, qui avait ouvert la conférence. Est-ce que tu veux bien nous dire, toi, finalement, quelle serait l'idée forte à retenir sur ESS, entreprise, défi, précarité? L'idée forte pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu es là, Anne? Ah. Le micro est coupé, Anne. Anne, le micro est coupé. On ne t'entend plus. Moi, ce qui me paraît fort et intéressant et quand même très nouveau, c'est qu'il y a le monde d'après, ce n'est pas tout à fait rien. Hein. Alors, ce n'est pas forcément après crise Covid, etc. Hein, mais il y a une forme de prise de conscience quand même qui est réelle et qui est plus vaste que moi, j'ai longtemps été militante écolo, militante économie sociale, etc. Et j'avais toujours l'impression d'une marginalité absolue. Et il me semble quand même qu'on évolue, qu'il y a une vraie recherche de cette histoire de mieux commun, une vraie prise de conscience que le système économique classique, on va dire, qu'on a porté dans toutes les 30 glorieuses, a atteint ses limites. Et c'est une prise de conscience qui est vraie à toutes les échelles. Et ça, c'est important, c'est riche. Et du coup, moi, j'ai le sentiment d'être en cohérence dans ce que je fais à la Maïf avec ce que vous faites, ce qui n'était pas forcément évident il y a 20 ou 25 ans. Hein. Et donc, je pense qu'il y a des raisons, alors, dans cet océan d'incertitude que le monde d'aujourd'hui, d'un petit peu d'optimisme dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci, Anne. Thierry de l'entreprise d'insertion Envoi. Oui, moi je vais partager un petit peu cet optimisme. Je pense que notre République s'est fondée sur une révolution. J'espère que la révolution qui est déjà en marche sera moins sanglante,
mais la révolution est en marche. Voilà, je pense qu'on a déjà entamé cet aspect-là. Donc après, bah oui, il faut, en plus de cette révolution en marche, avoir quelques actes fondateurs. Je vais me répéter, mais je pense que la création de projets tels que Planète RSE sur Toulouse en fait partie, tels que le grand procès de la RSE animé par Daniel font partie de ces actes fondateurs, parce qu'il faut des grandes chambres dans lesquelles on va en parler. Et donc, sans parler pour autant de chambres telles que celle des députés, c'est des endroits où il y aura des échos, et c'est important d'y participer. Donc, je vous y invite tous à venir participer à Planète RSE, participer au grand procès de la RSE. Merci Thierry. Et je rajouterai participer à la République de l'ESS, bien évidemment, puisqu'il y a un site, je vais vous le marquer dans le fil de la discussion, puisque vous pouvez vous inscrire chacun et chacune. Et puis, bien sûr, un espace, je vais citer quand même 2 autres espaces de l'ESS, je vais me permettre d'intervenir. Évidemment, les chambres régionales de l'ESS, dans lesquelles le mouvement pour l'économie solidaire est présent, ainsi qu'à ESS France. Bien sûr, ce forum régional, c'est un espace de travail, en fait. Vous voyez, c'est un vrai laboratoire vivant et nous, on tient beaucoup à ce que les acteurs prennent la parole et je pense que ce fresque concourt évidemment à la construction de ce monde d'après. Je vais passer la parole donc à Sarah et à Adeline. Alors, Sarah Combe. Oui, moi, déjà, merci à tous pour toutes les interventions. C'était vraiment très intéressant. Et moi, ce que je retiens, c'est que finalement, on retourne à des valeurs humaines et authentiques et on a tout intérêt à ne plus être seulement dans la concurrence, mais à vraiment travailler comme des artisans à la coopération pour le bien commun finalement. Et voilà. Très bien, merci. Adeline. Oui, merci à tous et à toutes et tous. Moi, ce que je dirais, c'est que je suis optimiste et je pense que j'ai opéré une transition moi-même personnellement, puisque j'ai travaillé dans le monde de l'aéronautique avant de me réorienter vers l'économie circulaire par recherche de sens. Donc, je pense qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à opérer ça. Et maintenant, je pense qu'il y a quand même du travail encore pour amener les entreprises, toutes les entreprises, vers une meilleure prise de conscience. Et ce que je pourrais dire, c'est que si on est de plus en plus nombreux, il faut porter ce message au sein des entreprises dans lesquelles on est. Et je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer, quelle que soit la structure dans laquelle on évolue. Et voilà, j'espère que chacun en prend conscience. Merci. Daniel, peut-être? Oui. De manière... sur le lien ESS, entreprise précarité, et en complément de ce que vous avez dit, je pense qu'il faut arriver à trouver cet espace qu'a évoqué Thierry, et Planète RSE et le Grand Procès certainement est un espace, mais il n'y a pas l'espace pour définir ce lien-là, mais je pense qu'il faut trouver des espaces sur les territoires pour que l'ensemble des acteurs travaillent, justement pour définir collectivement avec toutes les parties prenantes, du coup, ce que serait ce bien commun en fait. Et ce que serait ce nouveau récit. Alors évidemment, je suis à l'origine un homme de communication, donc, mais je pense qu'on a besoin de construire cet imaginaire du monde de demain. Et cet imaginaire du monde d'après, là, parce qu'on est dans la phase de transition, il faut le reco-construire avec l'ensemble des acteurs. Et vous vous souvenez, pour la construction de l'Europe, il y avait Jean Monnet qui dans ses mémoires, évoque cette notion d'imaginaire qui est un peu ce qu'on appelle, les communicants, le méta-récit. Et le méta-récit pour l'Europe, vous le savez mieux que moi et tout le monde, c'est pour la paix. Et je pense qu'il faut inventer avec les acteurs de l'entreprise, du coup, puisque c'est ce dont il s'agit, ce méta-récit de ce monde d'après
positif, évidemment, et ce méta-récit pour ce monde d'après, à mon avis, il est très simple. Il est plus que simple, sauf que personne ne sait nous le proposer. Donc, je vais vous le proposer, vous allez voir, ça va être très rapide. C'est en fait pour la vie. Et la vie, c'est la vie de la biodiversité, c'est la vie des gens, c'est la vie de la planète, tout ce qu'on veut, mais c'est pour la vie. On a eu pour la paix, au moment de la construction de l'Europe, et là, à mon avis, on a besoin de cet imaginaire qui est pour la vie. Merci Daniel. Je ne sais pas si Bruno est là, mais si on peut, en tout cas, bon, si tu es là, je pense que tu vas approuver ce que je vais essayer de dire. Alors, on a cité les entreprises, on a cité bien sûr l'ESS. On voit bien qu'il y a des croisements à faire et Daniel, tu nous y invites. Et c'est vrai que tu ouvres vers la question de la paix d'autant plus nécessaire qu'on sent que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui dans le monde, dans beaucoup de pays et pour beaucoup de communautés humaines, ici et là-bas, comme on verra samedi, puisqu'on a une conférence sur précarité, un défi international. Le Forum social des économies transformatives s'est terminé mercredi. Très clairement, donc là, ce sont des réseaux internationaux qui sont issus de la société civile. Alors, je dirais que l'invité qu'il ne faut jamais oublier, c'est évidemment, ce sont les citoyens et les citoyennes, parce que c'est un peu ce que j'ai essayé d'écrire dans l'édito, ce sont les citoyens qui génèrent la vie forcément, mais qui génèrent aussi l'économie sociale et solidaire, et ce n'est pas l'inverse. Et donc, on a aussi besoin d'être en connexion avec les mouvements issus de la société civile. Sur le Forum social des économies transformatives, il y a vraiment l'idée, bien sûr, de changement de modèle. Alors, bien évidemment, je dirais le curseur de la radicalité, il est différent pour chacun, et tant mieux. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir notre spectre de parties prenantes et accepter aussi des avis différents, surtout quand on parle de bien commun. Et les citoyens doivent être associés à l'élaboration de ce bien commun, de cet intérêt général, de ces produits et services plus vertueux, plus responsables, plus solidaires, puisque c'est bien pour eux que cela est fait. Et je dirais que là, on va présenter l'agenda international des économies transformatives, donc notamment à la clôture, et puis on va en parler un petit peu tout à l'heure à 14h à l'inauguration avec Jason Nardi. Tu parlais de la vie en Équateur. Le pays Équateur parle de buen vivir, reliant cela à la Pachamama, la terre-mère. Intéressez-vous-y, puisque quand même, dans ce pays-là, l'économie sociale et solidaire et le buen vivir sont inscrits dans la Constitution, ce qui n'est pas rien comme projet de société. Voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter. Il est 11h57, évidemment, nous avons dépassé, mais c'était un plaisir d'être avec vous. C'est vraiment formidable. Je pense qu'on va faire des belles choses ensemble, rester en contact et continuer à suivre le FRES. Les Zooms sont disponibles maintenant sur notre Facebook et aussi sur le site. Donc, voilà, connectez-vous, suivez-nous sur les lives. Et, on a eu quelques problèmes techniques ce matin, mais ça y est, c'est oublié, c'est dépassé. Et puis, merci à Michael, qui est notre, comment dire, la personne qui résout tous nos problèmes techniques. Et merci à Bruno, merci à toi de nous avoir donné un coup de main. Au revoir à tous. Merci Bérénice, merci à tout le monde. Merci à vous. Oui, merci. Merci beaucoup de votre présence.